Je m'appelle Raphaël Pic, je suis directeur de recherche au CNRS et je vais animer cette première session scientifique de la matinée, en commençant donc par un exposé de Christelle Tiberi intitulé « Une aventure scientifique à travers les temps ». On est un peu en avance, mais on va commencer quand même. Ouais. Très bien, je te laisse la parole, Christelle. Merci, Raphaël. Rebonjour à tous. Donc on va beaucoup parler de RIFT aujourd'hui, mais aussi de recherche en géosciences, en écologie et environnement, et en sciences humaines et sociales. Pour cette première présentation, en fait, nous souhaitions vous présenter un peu comment les scientifiques abordent la recherche dans le RIFT, quelles sont les spécificités de cette recherche, comment nous interagissons pour comprendre le fonctionnement de ce système complexe et exceptionnel. Mais avant tout, en fait, la question qui se pose, c'est pourquoi s'intéresser au RIFT et pourquoi s'y intéresser de manière interdisciplinaire. Donc, sans trop divulgacher les présentations qui vont suivre, je vais rapidement vous rappeler quelques enjeux forts de cette région qui ont déjà été abordés dans l'introduction. Donc pour commencer, le RIFT, c'est tout d'abord 4000 km de déchirure de la croûte terrestre, des vallées qui traversent 16 pays, de l'Afar jusqu'au golfe du Mozambique. C'est en fait une des rares régions accessibles où l'on est témoin d'une rupture continentale qui devrait donner naissance plus tard à un océan. Donc, sous l'impulsion d'une gigantesque bulle de manteau terrestre, la surface se déforme, s'étire et va finir par accréter de l'océan, une croûte océanique. Le RIFT, c'est aussi l'un des berceaux de l'humanité, offrant aux chercheurs un accès à des registres fossiles vieux de plusieurs millions d'années, car justement, la géodynamique interne associée à l'érosion permet de conserver, puis de remonter à la surface les traces d'un passé vieux de plusieurs millions, sous forme de fossiles, d'empreintes conservées dans des sédiments ou dans la lave, ou des outils. C'est aussi le lieu d'une diversité exceptionnelle, comme il a déjà été rappelé, diversité biologique, écologique, mais aussi culturelle, politique, un territoire gigantesque qui concentre de nombreux enjeux actuels. La gestion des ressources, des risques naturels, les enjeux sanitaires, climatiques, la conservation des patrimoines. Et chacun des aspects que je viens d'évoquer est lié plus ou moins étroitement aux autres. Pour donner un exemple, la répartition de l'eau, elle est directement liée au relief et les reliefs qui sont façonnés par la dynamique terrestre et par le climat. Cette eau peut devenir une arme géopolitique lorsque des barrages viennent à modifier le débit des fleuves pour les pays situés en aval. Et sa qualité dépend des terrains géologiques qu'elle traverse, de la politique agricole des pays et de l'anthropisation des sols. Donc cette imbrication de facteurs, de caractéristiques multiples, rendent le système RIFT extrêmement compliqué à aborder et le comprendre, c'est mêler. Si on ne mêle pas l'ensemble des disciplines scientifiques, on ne peut pas le comprendre. Et c'est donc un territoire qui va également forcer les scientifiques à appréhender des échelles spatiales extrêmement variées. On va ainsi de milliers de kilomètres si l'on veut étudier la dynamique terrestre profonde ou la dispersion des espèces à la surface de l'Afrique orientale. On va passer par des mètres et des kilomètres si l'on étudie par exemple des glissements de terrain ou les risques associés à un volcan ou à des séismes. Et puis on peut aussi travailler à l'échelle du micromètre si, comme par exemple ici, on s'intéresse à l'usure de l'émail d'une dent d'une espèce disparue. Mais le RIFT, c'est aussi une échelle temporelle. C'est 30 millions d'années de dynamique terrestre, autant d'évolutions, 3 millions d'années d'histoire humaine, des décennies fastes, des décennies de conflits, des saisons sèches, des saisons humides et quelques secondes pour un glissement de terrain ou pour une inondation à l'échelle humaine. Et au milieu, il y a nous, les chercheurs, qui tentons de comprendre avec nos outils, nos méthodes, comment ce territoire-monde fonctionne
en essayant d'intégrer toutes ces échelles de temps et d'espace, qu'ils soient géologiques, écologiques, paléontologiques, sociétaux ou historiques. Alors comment fait-on de la recherche dans le rift? Comme vient de l'évoquer François-Xavier Voel, c'est pas toujours très simple. Et c'est tout d'abord affronter l'extrême variabilité des reliefs et des climats. Donc le point le plus bas du rift, il faut le savoir, il est en dessous du niveau de la mer. Il est à moins 250 mètres d'altitude au niveau de l'Afar. Et puis son point le plus haut, c'est le sommet de l'Afrique, c'est le Kilimandjaro qui culmine à presque 5900 mètres. Cet extrême contraste et le grand écart des latitudes rend l'accès au terrain souvent difficile et parfois compliqué. Donc pour atteindre sa cible, il faut parfois prendre des transports pour le moins originaux, disons à minima locaux, comme ici en Afar central lors d'une expédition géologique, ou du moins adaptés à ces milieux contrastés. Il faut souvent finir à pied dans des environnements plus ou moins difficiles, hyper-arides ou alors humides, désertiques, urbains, aquatiques parfois ou boueux. Dans certains cas, les missions s'effectuent dans des sites éloignés de toute commodité. Dans ce cas, l'organisation d'un camp pour plusieurs semaines, pour une dizaine de personnes, nécessite une logistique extrêmement minutieuse et qui ne doit rien laisser au hasard. Donc il faut gérer l'eau, la nourriture, les couchages, gérer les stocks. De la même façon, pour quelques heures de reconnaissance en paléontologie ou en géologie, il va falloir bien s'assurer d'avoir tout le nécessaire dans le sac à dos, boussole, gourde, stylo, parfois même trousse de secours. Ce genre de mission nécessite bien évidemment une collaboration étroite avec les collègues sur place et un temps de préparation qui peut aller jusqu'à plusieurs mois pour uniquement 1 ou 2 semaines de terrain. Le Grand Rift africain présente une diversité de paysages et de climats assez exceptionnels et lorsqu'on travaille dans le Rift, on peut tout aussi bien se retrouver à travailler dans l'une des zones les plus arides de la planète comme dans des forêts équatoriales ou en zone urbaine ou traverser des savanes. Et on peut se trouver aussi au sommet de l'Afrique sur le Kilimandjaro. Et chacune de nos missions va donc demander de se préparer en conséquence. Par exemple, des tests à l'effort peuvent être recommandés et sont souhaitables pour travailler en haute altitude. Travailler dans le Rift, c'est aussi gérer sa recherche en fonction du climat. Dans les zones où les saisons des pluies et les saisons sèches se succèdent, il faut savoir s'adapter. Certains sites ne seront accessibles que par voie d'eau, comme ici, lorsque les crues alimentent les canaux et que les barges et les bateaux peuvent emmener les chercheurs atteindre des endroits bien spécifiques pour étudier des espèces endémiques ou pour récolter les données des instruments laissés l'année précédente pour enregistrer. À l'inverse, l'installation d'instruments sur les pentes d'un volcan, même endormi en petite saison des pluies, on nous avait dit, ça peut s'avérer un vrai challenge. Donc, sans compter que l'eau, elle peut nous aider, elle peut aider le scientifique dans sa recherche en mettant à jour, comme ici dans des séries sédimentaires, de nombreux fossiles, voilà, de nombreux fossiles, mais elle peut aussi être l'ennemi juré, notamment des géophysiciens, lorsqu'elle vient s'infiltrer dans les caissons et annuler 3 mois de données. Donc, la riche biodiversité de la région s'accompagne aussi souvent d'une politique de protection et donc d'un contrôle fort des accès à certains sites. Obtenir les autorisations nécessaires pour récolter des échantillons, des questionnaires ou effectuer des mesures demande parfois plusieurs mois d'attente, à minima plusieurs heures sur place, et contrairement à l'image du scientifique actif, qui creuse, qui marche, qui court, qui saute un peu partout sur le terrain, eh bien, je peux vous avouer qu'on passe de nombreuses heures, soit à attendre dans des guichets ou sur des bancs quand on a la chance. De plus, ces autorisations peuvent être budgétairement coûteuses pour nous comme pour les collègues. Et les collègues du RIF ne sont pas moins embêtés par cette administration et doivent aussi affronter de nombreuses difficultés pour collaborer et échanger avec nous. Le manque de moyens analytiques, les problèmes de visa, de soutien politique ou financier sont de véritables freins pour les formations
les analyses et les travaux collaboratifs. Je pourrais même ajouter que les systèmes administratifs français et africains sont particulièrement complémentaires, qu'ils s'entendent très bien. On pourrait continuer à en parler, à vous expliquer pendant des heures du casse-tête que cela implique, lorsqu'il faut expliquer que le collègue tanzanien ne peut pas avancer 500 € sur son salaire pour venir une semaine à un colloque, que non, il n'y a toujours pas d'agence Hertz à Mtowambu ou à Dabaou, et que le chamelier ne prend toujours pas la carte corporate du CNRS. Mes collègues comprendront. Donc, travailler dans le Rift, c'est aussi parfois gérer les risques, car certains chercheurs se retrouvent en terrain isolé ou bien dans des situations d'échantillonnage, on va dire, précaires. Les sites archéologiques ne se trouvent pas toujours à proximité d'une route nationale et les géologues ont la fâcheuse manie de vouloir échantillonner les roches le long de falaises ou d'escarpements difficiles d'accès. Certaines de ces pratiques nécessitent donc des formations spécifiques afin d'assurer d'une part la sécurité des agents sur le terrain, mais aussi une préparation minutieuse en amont pour former le personnel et anticiper les difficultés éventuelles. De façon générale, un projet de recherche qui implique ou non le terrain nécessite des mois, voire des années de préparation, d'autant plus s'il est international et encore plus s'il est interdisciplinaire. Sa soumission ensuite aux agences de financement n'est parfois possible qu'une seule fois par an et la pression lors de ces appels peut être extrêmement forte. Donc l'aventure débute avant le terrain en fait. Sur une note plus joyeuse, je vous invite à interroger les collègues à la pause café. Ils auront certainement plein d'anecdotes à vous raconter sur des situations parfois cocasses qu'ils ont rencontrées sur le terrain ou dans les projets. Il n'y aura pas de quiz. Si vous voyez le nom des collègues sur la photo, vous pouvez les retrouver à la pause café. Et puis, la recherche, ça ne se passe jamais totalement comme on l'avait prévu. Ça a été souligné par François-Xavier Fauvel. Sur le terrain, ce sont des pannes de véhicules, des pannes d'instruments, des routes coupées, des jours perdus à attendre un formulaire qui ne viendra finalement pas, des sites visités qu'on pensait très prolifiques en données et qui finalement ne donnent rien ou pas grand-chose. Et là encore, il faut s'armer de patience. Et même si parfois c'est la frustration qui l'emporte parce que le projet ne prévoit qu'un temps limité et que malheureusement les autorisations d'accès aux collections, par exemple, n'arrivent pas, eh bien il faut persévérer et s'occuper, retourner à la bibliographie ou discuter avec des collègues. La situation politique contraint aussi énormément notre calendrier dans nos recherches, particulièrement en Afrique orientale, où aucune zone n'est considérée par le ministère des Affaires étrangères comme en vigilance normale, les zones vertes. Elles sont toutes à minima en vigilance renforcée. Les chercheurs se réfèrent toujours à ce site pour évaluer les risques et éviter les zones déconseillées, bien sûr, et certaines zones sont depuis longtemps inaccessibles, comme en Somalie, la plupart des zones frontières ou le nord-ouest du Burundi, mais d'autres peuvent le devenir brutalement, comme ce fut le cas pour le nord de l'Éthiopie depuis le conflit déclenché en 2020. Ces événements sont des coups d'arrêt préjudiciables, bien sûr, pour le travail des chercheurs, mais encore plus pour celui des étudiants en thèse qui n'ont que 3 ans pour finir leur doctorat. Et c'est sans compter, bien sûr, les situations dramatiques auxquelles font face les collègues et les étudiants sur place dans ce cas-là. Si vous ajoutez à tout cela l'interdisciplinarité, vous compliquez considérablement les équations. Vous les compliquez, mais vous les rendez aussi beaucoup plus passionnantes. Car en échangeant avec d'autres disciplines, on apprend, on construit, on déconstruit parfois, mais on est toujours obligé d'innover. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes temporalités dans l'acquisition des données. Un géologue ne fait pas le même terrain qu'un écologue, et les données géophysiques sont parfois beaucoup plus longues à récolter que pour celles d'un anthropologue. Laissez-moi vous montrer un exemple en Tanzanie où un projet a voulu mixer en fait des géophysiciens, des géologues et des didacticiens. Les sismologues ont installé ils ont mis 2 semaines pour installer leurs instruments. Ils les ont laissés enregistrer pendant 2 ans. Donc, il n'est donc pas possible, dans ces conditions,
de connaître a priori la quantité et la qualité des données sismologiques enregistrées. On y va en aveugle pendant 2 ans. Par la suite, bien sûr, on extrait les données et on travaille dessus. Le géologue, lui, va récolter ces échantillons. Il va connaître immédiatement, en fait, la quantité et la qualité des données qu'il peut avoir, même si là encore, un traitement ultérieur est disponible. Tout comme l'anthropologue, qui va savoir le nombre de questionnaires qu'il a réussi à récupérer, s'il en a 5 ou s'il en a 1200. Dans ce cas-là, on en a eu 1200, on a eu de la chance. Ceci dit, dans tous les cas, les données nécessitent des mois, voire des années de traitement ultérieur pour en tirer toutes les informations. De plus, la recherche interdisciplinaire requiert beaucoup plus de temps. C'est qu'il faut prendre le temps, en fait, de comprendre l'autre. Nous ne parlons pas forcément le même langage. Quand je dis, en tant que sismologue, à des collègues « c'est profond », eh bien, ce n'est pas forcément le même profond que mes collègues pétrologues. Quand un linguiste me dit « c'est un phénomène qui est plutôt rapide », eh bien, je ne suis pas sûre que ce soit la même rapidité que pour le même collègue pétrologue ou pour le sismologue. Donc, un autre exemple de sémantique, peut-être, qui va vous parler aussi, c'est combien d'entre vous connaissent la différence entre un hominine et un hominidé ? Ceux qui lèvent la main, c'est les collègues, je les reconnaîtrai, voilà. On peut jouer à autre chose. Vous savez la différence entre, par exemple, une lave et un magma ? Raphaël, oui, je suis sûre. Mais voilà, on sent bien que c'est différent, c'est pas tout à fait pareil. Et pourtant, c'est très facile pour un non-spécialiste d'utiliser l'un des termes à la place de l'autre sans saisir l'importance derrière cette distinction. Donc les problématiques ne sont pas non plus forcément les mêmes. Il faut s'accorder sur des objectifs communs tout en laissant la place pour des questions spécifiques à chaque discipline. On n'est pas là pour écraser l'autre. Et cela prend donc beaucoup plus de temps de croiser les disciplines et de s'intéresser à l'autre. Mais c'est aussi beaucoup plus enrichissant. Ça permet aussi de se poser la question de ce que nous pouvons apporter aux autres et ce que les autres peuvent nous apporter à nos questions. Donc pour finir, comme l'a joliment écrit l'un des co-auteurs du livre associé à ce colloque, la recherche dans le rift ne s'improvise pas, elle se construit sur le long terme. Parce qu'elle nécessite tout d'abord une réelle interaction entre disciplines pour comprendre les différents processus à l'œuvre dans le rift. J'espère que les interventions orales et les posters que vous pourrez voir ces 2 prochains jours vous convaincront de cela. Elle requiert aussi de l'observation sur le long terme, de la patience. Par exemple, le rift ne s'ouvre que de quelques millimètres par an. C'est 5 à 10 fois moins que la pousse de vos ongles ou que de vos cheveux. Donc ça veut dire que quand on enregistre, pour estimer la vitesse et les directions d'extension dans cette région, il va falloir attendre 10 ans. C'est long, surtout quand vous faites une thèse de 3 ans. Et bien sûr, cette interdisciplinarité, elle requiert une construction internationale. Cette construction ne peut être possible que via un équilibre entre les pays du Nord et les pays du Sud, un appui à la formation et une implication forte des instituts, des instituts qu'ils soient français et africains. Voilà, c'est ici que s'achève notre voyage à travers le temps de la recherche, ou les temps de la recherche. J'espère vous avoir donné envie de rester pour les conférences qui vont suivre et de regarder les posters et de lire l'ouvrage associé, bien sûr. Merci.